Le 18 août 2008, un nom de domaine parmi les autres est déposé, bitcoin.org. Sauf que le 31 octobre de la même année, en 2008, un mystérieux Satoshi Nakamoto publie un livre blanc de 11 pages que nous allons étudier aujourd'hui. Ce livre blanc parle d'un nouveau système de paiement révolutionnaire qui peut se passer de banque et qui permet d'envoyer directement de l'argent entre différentes personnes en se basant sur un réseau informatique. Le 9 janvier 2009, ce réseau est actif, il s'appelle le Bitcoin, et 14 ans plus tard, le Bitcoin vaut 2000 milliards de dollars canadiens. Sauf que personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oser la bourse. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner un petit peu des principes de base de la bourse pour étudier les crypto-monnaies et plus particulièrement le Bitcoin. Nous allons faire ça en deux temps. Dans une première vidéo, nous allons parler de tout l'aspect technique du Bitcoin et de savoir qu'est-ce que c'est. Et dans une deuxième, nous regarderons plutôt l'aspect financier. Alors le Bitcoin, c'est quoi? C'est à la fois un protocole et un réseau informatique qui veut définir une façon de faire des paiements de manière sécuritaire en se passant de banque. Le commerce électronique sur Internet a amené certains problèmes concernant les modes de paiement. En effet, auparavant, il suffisait de payer en cash une transaction. Vous allez dans un commerce, vous achetez votre baguette, vous payez en cash. Et donc la transaction est irrévocable, irréversible, et le marchand est absolument certain d'être payé. Or, ce n'est pas du tout le cas sur Internet, car sur Internet, nous sommes obligés de passer par un tiers de confiance, donc par exemple l'émetteur de votre carte de crédit, qui lui, après coup, va faire une compensation auprès de l'émetteur de l'argent, c'est-à-dire la banque, et qui va définitivement valider la transaction. Mais bien évidemment, ce système-là implique forcément un certain pourcentage de fraude. En effet, on ne peut pas jamais être sûr à 100% que la transaction ne va pas être invalidée, par exemple parce que la carte a été volée, parce que par exemple la personne n'avait plus l'argent sur son compte. En fait, on ne peut jamais être certain à 100%. Et donc, on peut se retrouver avec des marchands sur Internet qui pensaient avoir l'argent, qui ont expédié le bien, et c'est trop tard. Finalement, la transaction revient annulée par la banque derrière. Et donc, évidemment, il y a un bris de confiance. Ce qu'on considère de nos jours, c'est que finalement, une partie de la fraude est inévitable et va être intégrée dans les frais de la banque. C'est pour ça qu'en général, quand vous faites voler vos numéros de carte de crédit, la banque prend en charge les transactions frauduleuses. Donc ce système a véritablement des faiblesses que n'avait pas le système de paiement direct en cash. Et le Bitcoin essaie de répondre à cette problématique-là. Donc nous allons voir un certain nombre de concepts qui peut-être vous paraîtront très nouveaux. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, mais je vais essayer quand même d'aborder chaque thème de la façon la plus simple possible, et au moins ça vous permettra de briller en société. Les soirs de Noël en famille, vous pourrez étaler votre savoir sur le Bitcoin, les chaînes de cryptage, les réseaux pair à pair et les autres arbres de Merkel. La première des choses à comprendre, c'est que traditionnellement, une base de données se constitue dans un modèle que l'on appelle client-serveur, c'est-à-dire qu'un serveur possède les données qui sont inscrites sur son disque dur et les distribue à des clients, par exemple un navigateur web, vous tapez une petite requête, le serveur va chercher la réponse et vous l'affiche. Or, dans le cas du Bitcoin, nous sommes sur une base de données distribuée, on appelle ça de pair à pair, c'est-à-dire que toute la base de données est diffusée sur l'ensemble du réseau, sous forme de blocs liés les uns aux autres, et tout le monde peut faire transiter des blocs, les lire et même les écrire. Une pièce de monnaie électronique est définie comme une chaîne de signatures électroniques qui utilise aussi la technologie des empreintes. Nous allons donc devoir définir c'est quoi une empreinte ou un hachage et c'est quoi aussi une signature électronique. Alors l'empreinte,
C'est relativement simple, c'est une façon via un algorithme, donc via une fonction mathématique, de réduire un certain nombre d'informations, comme par exemple un paragraphe de texte, de le réduire à un nombre de caractères déterminés, toujours le même, et unique. C'est-à-dire que si vous prenez une chaîne de texte et que vous générez une empreinte électronique, le simple fait de rajouter un espace ou n'importe quelle lettre va totalement modifier l'empreinte numérique. Donc, si on utilise l'empreinte ou également appelée hachage comme étant un élément de validation d'une transaction électronique, nous avons besoin aussi d'autres choses qui sont les signatures électroniques. Alors, comment ça marche, les signatures électroniques? En fait, nous avons deux types de signatures, ce que l'on appelle les clés publiques et ce que l'on appelle la clé privée. Tous les portefeuilles de crypto-monnaies fonctionnent comme ça et d'une façon générale, toute l'informatique fonctionne avec des clés publiques et des clés privées. Une clé privée, c'est quoi? C'est un nombre de caractères choisis aléatoirement, au hasard, dans un ensemble qui est tellement grand qu'on ne peut pas imaginer qu'on tombe deux fois sur le même nombre de caractères. Donc ça fait finalement un numéro unique avec beaucoup de caractères, comme ça par exemple, qui permet de vous identifier de manière unique. Cette clé privée est comme réellement une clé, c'est-à-dire c'est ça qui va verrouiller votre identité, c'est ça qui prouve qui vous êtes, et donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est ça qui va notamment déverrouiller votre portefeuille de Bitcoin. Si jamais vous faites voler votre clé privée, vous venez de vous faire voler votre portefeuille. Donc, étant donné que c'est très précieux, il s'agit de le conserver dans un endroit très sécuritaire. Il existe plusieurs façons de conserver la clé privée. On peut la conserver évidemment dans un système, un genre de clé USB qui est codé et très sécuritaire. Donc ça existe, par exemple Ledger en fait. Donc ça, à ce moment-là, vous conservez vos clés dans un dispositif électronique avec une puce qui va verrouiller l'accès à vos clés. Mais en fait, il existe aussi d'autres moyens qui peuvent être aussi très efficaces, comme par exemple, vous pouvez n'avoir votre clé privée absolument nulle part, dans aucun programme informatique. Vous pouvez simplement l'écrire sur un bout de papier, la mettre dans un coffre à la banque, et ce bout de papier-là, c'est comme votre titre de propriété de votre Bitcoin, et grâce à ce papier-là, vous pouvez déverrouiller votre portefeuille. L'autre chose aussi qui existe et qui est proposée par certains services comme Ledger à nouveau, c'est qu'en fait, au lieu de générer une clé privée complètement de manière au hasard aléatoire, ce qui est quand même risqué parce que si jamais vous la perdez, c'est absolument impossible à retrouver. Hein. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Vous perdez votre clé privée, vous avez tout perdu. C'est vraiment comme si vous avez perdu votre compte en Bitcoin. Donc, pour éviter cela, on peut générer une clé privée à partir d'un certain nombre de mots, une vingtaine de mots, et à ce moment-là, ça devient comme une phrase de déverrouillage qui permet de reconstituer votre clé privée. Donc à ce moment-là, c'est plus facile de retenir cette vingtaine de mots-là ou de l'écrire une fois de plus, de le mettre dans un coffre à la banque, qu'une série de chiffres et de lettres complètement aléatoires qui est absolument impossible d'apprendre par cœur. Donc ça, c'est une des possibilités aussi de récupérer vos clés privées. Comme votre clé privée, c'est votre adresse de portefeuille, vous ne devez la donner absolument à personne. Vous avez bien compris, vous la donnez à quelqu'un, c'est comme si vous donnez l'ensemble de votre portefeuille Bitcoin. Donc, comment faire? Eh bien, en fait, on utilise une fonction informatique qui va générer ce qu'on appelle une clé publique. La clé publique provient de la clé privée et c'est quelque chose que vous pouvez diffuser pour signer une transaction ou un document. Un site web aussi, ça fonctionne ici comme ça. Mais ça permet de le signer et de vérifier l'authenticité de la transaction. Mais il est impossible, à partir de la clé publique, de
retrouver c'est quoi la clé privée. C'est ce qu'on appelle un algorithme de cryptage asymétrique. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de la clé privée, fabriquer votre clé publique, mais à partir de la clé publique, c'est impossible de retrouver votre clé privée. À partir de là, donc à la fois avec les empreintes et les notions de clé, nous allons pouvoir regarder exactement comment fonctionne une transaction Bitcoin. Allons-y, nous allons tenter d'expliquer comment une transaction se fait. Alors voilà, nous avons notre Bitcoin et on va imaginer que Julie veut transmettre un Bitcoin à Tristan. Donc là, on a notre petit Bitcoin. Ce petit Bitcoin a une empreinte numérique unique qui valide la transaction. Et ce Bitcoin est validé, il appartient à Julie. Elle a validé ça grâce à sa clé publique. Bon, je symbolise la clé publique par un public. Donc voilà, grâce à sa signature publique, elle a introduit sa signature publique dans l'empreinte du Bitcoin. Donc le Bitcoin, lui, appartient. Ce Bitcoin-là est associé à sa clé privée. À partir de là, si elle veut le transmettre à une autre personne, comment ça se passe? Eh bien, mettons, notre ami Tristan doit transmettre sa clé publique. Donc je le rappelle, la clé publique, vous pouvez la donner pour initier une transaction. Par contre, la clé privée, jamais. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on calcule la nouvelle empreinte. La nouvelle empreinte est associée à la signature à la fois de Tristan et de Julie, qui était la personne, qui possédait le Bitcoin avant. Donc voilà. Et donc une fois la nouvelle empreinte générée, on peut à la fois vérifier grâce à la clé publique de Julie, vérifier que tout est correct. Et Julie utilise sa clé privée pour signer la nouvelle transaction. À partir de là, la transaction est validée. Le nouveau possesseur du Bitcoin, c'est Tristan, qui possède ce Bitcoin, non pas à son nom propre, vous avez bien compris depuis le début que c'est qu'une histoire de clé privée, clé publique. Donc grâce à sa clé privée, maintenant, il va pouvoir posséder le Bitcoin et donc initier une transaction pour le donner à un autre, pour le vendre à une autre personne. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc finalement, une fois que Julie a envoyé ses bitcoins à Tristan, il nous subsiste quand même un problème. Comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr que ce bitcoin-là ne va pas être dépensé une deuxième fois? En effet, quand vous faites un achat, le tiers de confiance qui est votre banque valide le fait que vous ayez l'argent sur votre compte. Et si vous repassez encore une autre transaction, eh bien, elle va faire en sorte de vérifier que vous ayez bien le montant sur votre compte et le débiter une deuxième fois. Et si vous n'avez plus assez d'argent sur votre compte, elle va refuser la transaction. Par contre, évidemment, dans le Bitcoin, comme il n'y a pas d'organisme centralisé, eh bien, comment on fait pour s'assurer que la transaction n'est pas passée deux fois?
Eh bien, en fait, nous avons besoin de deux choses. Premièrement, d'avoir un recueil public de toutes les transactions, c'est-à-dire que toutes les transactions du réseau doivent être publiques afin que l'on puisse vérifier qu'elles ne soient pas en double. Et deuxièmement, d'avoir un réseau de ce qu'on appelle d'horodatage, c'est-à-dire tout simplement, l'horodatage, hein, c'est la date, l'heure jusqu'à la microseconde, date, heure, minute jusqu'à la microseconde, et tout simplement d'avoir un fil comme ça de date, et la première transaction sera toujours la gagnante. C'est-à-dire que si quelqu'un, après coup, essaie de revalider une transaction, mais que le réseau a déjà noté qu'une transaction pour ce Bitcoin-là a été validée auparavant, eh bien, c'est la première transaction qui a gagné. Tout ça permet d'éviter une double transaction et sécurise le réseau. Comment fait-on pour éviter de se faire hacker notre beau réseau? Nous avons vu que nous avons les empreintes de chaque bloc pour chaque transaction. Nous avons vu que nous avons un serveur d'horodatage qui identifie la transaction, l'ordre des transactions et donc quelle est la bonne. Mais bien évidemment, on pourrait imaginer que des pirates ou des gens qui voudraient détourner de l'argent mettent à disposition un bon nombre d'ordinateurs pour essayer d'envoyer des blocs falsifiés. Et bien en fait, c'est là qu'on introduit la notion de preuve de travail. Vous avez déjà dû entendre parler qu'un des reproches que l'on fait au réseau Bitcoin, c'est une très grande consommation d'énergie, qu'il y a des serveurs hyper puissants qui sont en train de calculer du Bitcoin tout le temps. Et bien en fait, pourquoi ça? Tout simplement pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'au moment d'apposer l'empreinte pour valider un bloc, on demande au validateur de faire un calcul mathématique extrêmement complexe et de deviner un nombre avec un certain degré de précision. En sachant que plus on augmente le degré de précision et plus le calcul prend des temps exponentiels de plus en plus lourds. Et donc comment ça se passe? Imaginez que le réseau, donc comme j'avais dit, il est public. Il y a un bloc à valider, donc à ce moment-là, différents validateurs qu'on appelle des nœuds, on appelle aussi les mineurs, hein, les mineurs de Bitcoin, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un bloc et ils essaient de résoudre le problème mathématique pour trouver la bonne empreinte et valider le bloc. Et ils sont tous un petit peu en concurrence les uns les autres. Et c'est celui qui aura fait le calcul le plus précis qui va valider le bloc. Donc, après, vous allez me dire, ok, c'est bien joli, mais Bitcoin, ça a démarré en 2009. Nous sommes en 2024. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants et donc, ça va être de plus en plus facile de valider des blocs Bitcoin. Eh bien non, parce que le réseau calcule que par rapport à une moyenne de 10 minutes, c'est-à-dire qu'un bloc doit être validé en environ 10 minutes, et par conséquent, augmente le niveau de difficulté en fonction de l'évolution des machines. Donc ça demande de plus en plus de calculs année après année pour toujours tenir ce délai d'à peu près de 10 minutes de validation d'un bloc. Alors, pourquoi tout ceci augmente la sécurité? Tout simplement parce que si ça prend 10 minutes de puissance pour valider un bloc, et sachant que tous les blocs Bitcoin sont liés les uns aux autres, puisque quand vous validez un bloc, il vient de la transaction précédente, et donc le calcul repose sur toutes les transactions précédentes qui ont été faites. Donc vous imaginez que si vous voulez falsifier cette longue chaîne d'informations, il va falloir que vous recalculiez tous les blocs depuis le début, et comme vous êtes en concurrence avec un grand nombre de validateurs qui, eux, sont en train de valider le bloc correctement, eh bien, c'est absolument impossible. Il faudrait que vous ayez plus de la moitié de toute la puissance des réseaux Bitcoin pour essayer de rattraper le reste du monde. C'est une affaire finalement de concurrence entre les validateurs et ça rend le réseau extrêmement sûr puisque à date, il n'y a pas eu de rupture du réseau Bitcoin depuis qu'il existe. Donc on résume, nous avons une série de transactions qui sont diffusées largement au niveau du public. On rassemble les transactions dans un bloc. Chaque nœud ou chaque validateur, comme on les appelle, essaye de travailler avec une preuve de travail pour valider le bloc. Quand un nœud trouve une preuve de travail, à ce moment-là, il diffuse le nouveau bloc à tout le réseau. Le réseau l'accepte si tout est valide. Et à ce moment-là, une fois que le nouveau bloc est validé,
eh bien, il sert de base pour le calcul du bloc suivant. Donc là, évidemment, on peut se dire, bon, tout ça c'est bien joli là, mais pourquoi il y a des gens qui feraient ça? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont une prime. Le système de prime de résultats sous forme de Bitcoin pour ceux qui ont réussi la validation maintient le réseau en santé. En effet, si des personnes malveillantes tentaient de dégager énormément de puissance processeur pour essayer de hacker le réseau, eh bien, en fait, le fait de donner des primes sous forme de Bitcoin aux validateurs honnêtes encourage plutôt à utiliser toute la puissance pour la validation, ce qui rapporte plus d'argent que de mettre des moyens énormes pour essayer de hacker le réseau. D'autant plus que, imaginons que vous avez donc une puissance informatique incroyable et vous avez réussi à hacker le réseau, à détourner des bitcoins. Eh bien, en fait, vous venez de scier la branche sur laquelle vous êtes, puisque vous allez briser la confiance du réseau, et donc le bitcoin va perdre toute valeur, et finalement, vous avez déployé une énergie folle pour aucun gain. Donc, tout est fait pour qu'il soit beaucoup plus rentable d'essayer d'être honnête et de jouer le jeu de la validation pour essayer d'engendrer des bitcoins de récompense, plutôt que d'aller dans une direction opposée. Au bout d'un certain temps, évidemment, tout ce beau registre de blocs, ça va commencer à faire énormément de données. Cela pourrait donc prendre une place considérable dans le réseau informatique et ça pourrait aussi ralentir les transactions. Et c'est là qu'intervient l'arbre de Merkel. Donc au début, j'ai cru que c'était la chancelière allemande qui plantait des arbres, mais pas du tout. En fait, l'arbre de Merkel, c'est un moyen de compresser les données, de n'en garder qu'une partie sans perdre aucune information. Alors, comment ça marche? Tout simplement, donc, prenons un exemple avec 4 transactions, transaction 1, 2, 3, 4. On génère donc des empreintes, donc la validation informatique pour ces transactions-là. Sous la forme, bon là on simplifie, on dit que c'est juste une lettre, hein, donc A, B, C ou D pour chacune des transactions. À partir de là, quand on continue notre validation, donc on voit que AB devient l'empreinte AB en tout ensemble, CD pareil. Et donc nous finissons avec une empreinte racine ABCD. Donc cette empreinte-là reprend toutes les empreintes de tout l'arborescence au préalable. Eh bien, en fait, on peut tout simplement, en supprimant toute la partie gauche, on peut s'apercevoir, donc on a supprimé tout ça, et malgré ça, on est parfaitement capable de restaurer l'information. Juste pour prendre un exemple, mon empreinte racine c'est ABCD. Donc là, elle est composée d'une empreinte qui est CD. Donc par conséquent, je vois bien que l'autre empreinte c'est forcément AB. Et ainsi de suite. Donc grâce à ça, on peut compresser le réseau, les informations sur le réseau et permettre aussi des transactions plus rapides parce qu'on n'a pas besoin formellement de vérifier toute la suite des transactions, mais simplement une partie. Un des derniers aspects dont parle Satoshi dans le livre blanc des bitcoins, c'est l'aspect vie privée. Dans le modèle bancaire traditionnel, c'est les banques qui sont chargées de valider la transaction, elles possèdent toutes vos données privées et c'est à elles de mettre des mesures en place pour restreindre vos données, enfin la livraison de vos informations personnelles par différentes mesures de sécurité. Bon, on sait que ça marche plus ou moins bien, qu'il y a des vols de données régulièrement et qu'en plus, souvent, on est obligé de rajouter des mesures très contraignantes pour protéger vos données. Alors évidemment, dans un modèle type blockchain, votre identité, c'est tout simplement vos clés publiques et donc elles sont anonymes. Et on pourrait même imaginer qu'on pourrait rendre le système encore plus robuste, tout simplement au niveau du registre, en gardant les clés publiques non publiées, un peu comme à la bourse dans laquelle on note les transactions qui passent, donc, mais on ne note pas forcément l'identité de la personne finale qui a acheté les actions, on dit juste 100 actions Apple ont été vendues à temps.
On pourrait aussi imaginer tout simplement qu'on pourrait générer des différentes clés privées à chaque transaction. Donc il y aurait des moyens de encore plus rendre sécuritaire la protection de la vie privée dans la blockchain. Donc voilà, rarement 11 petites pages de livre blanc d'un projet à la croisée des informatiques et des finances aura eu autant d'impact. On ne sait même pas jusqu'où ça va aller, puisque toute la blockchain est utilisée pour énormément d'usages, de plus en plus variés d'ailleurs, et qu'un très grand nombre de crypto-monnaies sont apparues après le Bitcoin, et que la valeur du Bitcoin ne cesse d'augmenter dans le temps. Hormis l'aspect technique de cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous.